Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Le Tourneur, un ancien DRH, podcasteur RH aujourd'hui, entre autres, dont on va découvrir le parcours. Je vous souhaite une bonne écoute et un bel épisode. Donc, merci Florent d'avoir accepté cette invitation pour le podcast Changer pour mieux. Alors, je suis vraiment très contente de te recevoir sur ce podcast. Parce que tu es quand même un famous podcaster RH, très influent, donc un top voice LinkedIn, etc. Et je voulais te recevoir sur notre podcast, qui n'est pas vraiment un podcast RH, qui est un podcast réflexion professionnelle, carrière professionnelle, pour que tu nous parles en fait de ton parcours professionnel, finalement de tout ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, avec beaucoup de choses différentes et des casquettes différentes. Et je me suis dit qu'un parcours comme le tien, même s'il risquait de faire peur un petit peu certains auditeurs, il pouvait quand même aussi servir d'inspiration et de voir que finalement on peut bifurquer, changer et que la carrière n'est pas linéaire. Donc je vais peut-être déjà te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas, qui zonent pas sur LinkedIn trop souvent. Et puis ensuite, on parlera de ton parcours, de tes choix, de tes doutes, voilà. Merci Sophie, ravi d'être avec toi, ravi d'être avec vous, auditeurs et auditrices. J'espère que je ne vais pas vous faire peur, parce que c'est pas l'objectif en fait. Rapidement, donc Florent, je suis breton, marié, un enfant, et je suis aujourd'hui, alors je vais tout un parcours, mais je pense que tu reviendras dessus. Et aujourd'hui, je dirige une agence de communication marque employeur et RH qui s'appelle We Feel Good. Donc ça c'est mon quotidien de la semaine. Et puis à côté, effectivement, j'ai un podcast destiné à la population RH. Alors tout le monde peut l'écouter évidemment, mais plus destiné à la fonction RH, qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça, qui est sur toutes les plateformes. Il me prend un petit peu de temps aussi, avec un épisode inédit par semaine. Voilà. Et ça, c'est mes deux activités majeures. Puis après, j'ai une troisième activité plus mineure en temps, où je suis investisseur dans des entreprises, des jeunes entreprises, RH ou pas, et que j'accompagne. Oui, et c'est vrai que quand on regarde c'est pour ça que je dis que ça fait peur, c'est quand on regarde ton profil LinkedIn et tout ce que tu as fait, c'est vrai qu'il y a énormément de choses, mais on verra à travers ton parcours qu'il y a des choses qui peuvent être en effet faites simultanément, hein, comme Oui. le fait d'investir et d'accompagner des jeunes entreprises, de faire du podcast, d'avoir ton agence We Feel Good. On peut faire des choses en fait aussi les unes en même temps que les autres, et souvent elles se nourrissent les unes des autres aussi, ces activités. Et du coup, on va commencer peut-être depuis le début. Déjà, ce qui est intéressant, c'est ton parcours, parce que finalement, au départ, tu n'étais pas voué, destiné à être RH, DRH. Tu étais plutôt donc dans la partie électronique, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. En fait, moi, je suis fils de prof. Euh, j'ai plutôt une famille qui était dans le monde de l'éducation nationale. D'ailleurs, des oncles aussi. Enfin voilà, c'était ma grand-mère était institutrice. Donc j'avais un univers très, très études. Quand on fait ça, puis moi à l'époque, quand j'étais jeune, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, pour être très honnête. En tout cas, j'avais plutôt, comme on dit, des facilités à l'époque. Euh, et puis, j'ai fait des études un peu par hasard, pour être très honnête. Voilà, donc j'ai fait des diplômes SP, etc. Et je vais obtenir un diplôme d'ingénieur. Voilà. Et quand tu as un diplôme d'ingénieur, tu fais ingénieur, hein, c'est tout con, mais voilà, tu trouves facilement du travail. Objectivement, je trouvais très facilement du travail. Et j'ai commencé effectivement dans la microélectronique. Et j'ai travaillé dans un premier temps pour un cabinet qui s'appelle Altran. Voilà, chez l'un de leurs clients, et puis le client m'a embauché, in fine. Donc le client s'appelle ST Microelectronics. Et j'ai travaillé effectivement à Grenoble, à Aix-en-Provence pour ce client, sur des sujets liés à de l'électronique, ou ce qu'on appelle de la microélectronique. Donc ce sont les puces, les petites puces que vous trouvez un peu partout. Et moi, j'étais plus
spécifiquement engineer des solutions de crypto pour les cartes à puce bancaires. Voilà exactement ce que je faisais. Donc, tu vois, pas grand-chose avec les RH, hein, ça je te confirme. Voilà. Donc j'étais derrière mon ordinateur toute la journée ou dans des laboratoires à tester et à imaginer des solutions pour qu'on ne hack pas les cartes bancaires. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que donc tu as commencé avec cette casquette de voilà très technique d'ingénieur et c'est cette même entreprise, si je regarde ton parcours, qui t'a permis de bifurquer vers les RH. C'est quand Oui. même pas commun quand même de Non, bah en passer. fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais ingé. Rapidement, en tout cas assez rapidement, on m'a proposé d'être chef de projet, donc d'avoir une petite équipe d'ingénieurs, hein, 3 personnes. C'était vraiment une petite équipe. Et puis je me suis rendu compte que le côté technique ne me passionnait pas beaucoup et que le côté management m'amusait un peu. Et voilà, donc j'étais bien payé. Donc c'était pas un sujet, hein. J'étais même très bien payé. Je n'avais pas à me plaindre de ma situation. J'étais à Aix-en-Provence. Il y a pire comme endroit pour vivre. Voilà, tous les feux étaient au vert. Mais je suis allé voir ma RH et je m'en souviendrai toute ma vie de cette femme. Elle s'appelle Monique Donadieu. Tu vois, elle travaille aujourd'hui chez Safran. Et elle a changé ma vie, cette femme, parce que bah, j'ai été la voir. Mais moi, les RH, j'y connaissais pas grand-chose. Tu vois, c'était juste la personne qui m'avait fait passer un entretien et encore un pseudo-entretien parce que j'avais un diplôme d'ingé. Donc, avec un diplôme d'ingé, comme je le disais, bah, j'étais pris, quoi. C'était pas très compliqué l'entretien. Et puis, voilà, j'avais une vague notion de ce qu'était un CDI, tu vois, un contrat de travail, voilà, mais que j'avais signé à l'époque sans trop le lire, hein, pour être très honnête. Bah, je suis pas juriste du tout. Et donc, je suis allé la voir en lui disant, bah, moi, je m'ennuie, donc probablement que je vais partir. Je sais pas vers quoi, mais je vais partir. Et là, elle m'a proposé de réaliser un bilan de compétences. Donc, je l'ai regardé en me disant, un bilan de quoi? Parce que c'est que ce truc. Donc, elle m'a expliqué ce qu'était un bilan de compétences. Et elle a proposé de me le financer. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le CPF, hein, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc, c'est l'entreprise qui m'a financé un bilan de compétences. Et donc, j'ai réalisé ce bilan de compétences. J'ai adoré ce moment, que je trouve extrêmement important. Je milite d'ailleurs à titre perso pour que tous les salariés de France et de Navarre fassent au moins un bilan de compétences tous les 10 ans. Ça devrait pour moi être obligatoire. Un peu comme la visite médicale tous les 5 ans. Tu vois, un bilan de compétences tous les 10 ans. Parce que ça va très vite. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, en tout cas, ça, c'est des convictions perso. Et j'ai réalisé ce bilan, et ce bilan a déterminé 2 métiers, les ressources humaines et le marketing. Et là, je leur ai dit, mais vous êtes des grands, grands malades, moi, j'y connais rien à ces métiers-là, je ne sais même pas ce que... Enfin, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais j'ai aucune compétence, aucune formation sur ces points-là. Et je suis revenu avec ça, voir cette DRH, et je lui ai donné le compte-rendu du bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences, il est confidentiel. Même si c'est l'employeur qui le paye, je pouvais ne pas le donner. Mais moi de toute façon, j'ai pas d'enjeu. Donc en fait, je l'ai donné, je lui ai partagé à 100% tout le compte-rendu du bilan de compétences. Donc je me suis mis à nu. Et puis elle m'a dit, bah écoute, super, je réfléchis, puis je reviens vers toi. Et puis je suis retourné bah, dans mon labo d'ingénieur, faire ingénieur pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà, je n'étais pas non plus pressé, hein, je n'étais pas en souffrance. Et elle est revenue vers moi et elle m'a proposé de rejoindre une entité au sein de la DRH France de ST Micro. Et la DRH France de ST Micro a la particularité de ne pas être à Paris, mais à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est un site industriel où moi j'étais, mais à côté, il y a des sites corporate, enfin des services corporate, dont la DRH France. Parce que le DRH habitait Aix, il ne voulait pas être à Paris, enfin, je ne passe les détails. Et donc, elle me propose d'être responsable relations école pour rester Microelectronics France. Et bah, j'ai dit oui. Enfin, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied. En même temps, j'avais plus mes fonctions d'ingénieur, mais j'étais un jeune ingénieur qui allait parler à des jeunes ingénieurs, hommes ou femmes, dans des écoles en France, pour leur dire, bah, viens faire ton stage, viens signer ton premier CDI chez ST Micro. Et là, j'ai fait bah, la tournée des écoles d'ingénieurs, j'ai fait plein de forums d'écoles d'ingénieurs, etc. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans le recrutement principalement, dans la marque employeur sans savoir ce que c'était du tout, hein, honnêtement. Voilà, et j'ai appris voilà, comment on devient forgeron forgeant, quoi. J'ai mis les pieds dedans et puis j'y suis allé. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près, tu vois, 1 an et demi.
À la suite de ça, j'ai évolué toujours à la DRH France au sein de l'équipe SIRH. Donc, je suis resté dans la DRH France, mais sur une autre fonction. Et l'objectif, c'était de monter en compétence sur les aspects aussi juridiques, donc droit du travail, convention collective. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, hein, tous ces sujets. Mais par le SIRH, tu n'as pas le choix. En fait, tu es obligé de te Mhm. plonger dans les méandres de tous ces sujets. Donc, j'ai dû m'intéresser au droit du travail, à la convention collective. J'ai fait ce métier pendant 2 3 ans et après, je ne sais pas si je vais trop vite en tout cas, mais Non, non. et j'ai eu le souhait de partir sur un site, sur une fonction RH opérationnelle. Enfin, moi, ça me démangeait de quitter le côté corporate pour aller sur le côté très opérationnel. Et donc, on m'a dit, bah, le premier côté opérationnel que tu vas faire, c'est en Tunisie. Donc, je suis parti en Tunisie, mettre en place. Donc, c'était l'ouverture de ST en Tunisie, donc from scratch. Et c'était juste passionnant parce que moi, j'étais là pour mettre en place le SIRH, recruter les jeunes ingénieurs tunisiens dans leur pays, voilà, former aussi l'équipe RH et la paye. Donc moi, j'avais pas vocation à rester en fait, hein. L'objectif, c'était de recruter les personnes tunisiennes en local. Donc voilà, donc je les ai recrutés, formés, accompagnés, puis après, bah, je me suis effacé. Et à la suite de cette mission, tu vois, qui a duré 6 8 mois à peu près, on m'a proposé, donc je suis revenu à Aix. Enfin, j'habitais toujours à Aix, hein, je faisais la navette Aix-Tunis régulièrement en avion. Le bilan carbone n'était pas folichon, hein. À l'époque, on s'en occupait pas trop, hein. Du sujet RSE. Je faisais les retours toutes les semaines quasiment. Et puis, on m'a proposé d'aller à Rennes. Et donc, Rennes, bah, je connaissais parce que je suis né à Rennes. Voilà, donc je retournais dans ma Bretagne. Alors, c'était pas simple pour moi parce que j'étais bien dans le sud. Ça faisait longtemps que j'étais dans le sud. Tu t'étais Euh, habitué au soleil? J'étais habitué au soleil. Je me suis marié à Aix. Voilà, donc j'étais bien à Aix. Mais en même temps, l'opportunité qu'on me proposait, elle était chouette, tu vois, en évolution interne. Et moi, ça, c'est un sujet que j'ai toujours eu. Et je ne sais pas si c'est un message à faire passer ou pas, hein, mais euh, je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Donc, moi, j'en ai toujours pris, hein, tu vois, j'ai toujours eu cette culture du risque, en fait. Mes parents n'avaient pas trop, tu vois, en tant que fonctionnaire, prof, ils sont restés dans les mêmes écoles tout le temps. Voilà, et c'était leur vie, hein, je critique pas, mais moi, c'était pas la mienne. Moi, j'aime bien prendre des risques, mais là, c'était un risque limité parce que j'étais toujours chez mon employeur. C'est une mobilité interne. En plus, quand tu fais une mobilité dans un grand groupe, on te paye tout, hein. Tu sais, as des frais, ton déménagement pris en charge. Enfin, franchement, c'est royal, hein. Enfin, c'est une super opportunité. Et puis, je suis retourné en Bretagne. Donc, mes parents étaient contents, pour le coup. Moi, moins, parce que j'avais pas forcément envie de retourner en Bretagne, mais bon, c'était comme ça. Et je suis allé sur un site, donc le site de ST Micro à Rennes, tu vois, 600 personnes, deux usines en une. Enfin bref, il y avait deux usines, je rentre pas en détail, il y a deux usines en une. Et je fais ce métier de RRH. Donc on était deux responsables ressources humaines rattachés à un DRH. Et donc là, bah, j'apprends le métier, mais de RRH, donc avec une population à gérer sur tous les sujets, administratifs, management, carrière, formation, recrutement, les sorties aussi, etc. Et au bout de un an et demi, tu vois, j'étais un jeune RH, hein, j'avais pas 30 ans, hein. Euh, Plan social chez ST Micro. Et le groupe, parce que c'est un groupe, un côté en bourse, décide de fermer ST Micro à Rennes. Donc sur 600 personnes, de licencier 450 personnes. Donc, et ben là, ton métier il change radicalement. Tu vois, d'un métier de RRH lambda, on va dire. Je dis pas pépère parce que c'est vraiment pas pépère, hein, il y a du taf, mais lambda, bah, ta vie change radicalement. Alors la vie des gens qui vont être licenciés va être changée, hein, ça, c'est indéniable. Mais la tienne change radicalement parce que bah, tu passes d'une politique RH de gestion quotidienne et puis de vision, tu vois, court terme, mais de vision future à bah, on va en garder 150 et puis on va en licencier 450. Et je te passe les détails parce que c'était un plan social extrêmement compliqué, avec des syndicats virulents, avec des personnalités politiques nationales qui prenaient fait et cause pour les salariés, qui venaient, voilà. Il y avait des barrières à l'entrée, il y avait des tentatives de suicide. Enfin, je te passe des trucs enfin, vraiment pas drôles.
et que je souhaite vraiment à personne pour le coup. Mais j'ai fait ça pendant le plan social, ça a duré un an, un peu plus d'un an. Et vraiment, je fais en raccourci, hein, mais c'était vraiment j'en ai très très peu parlé de ce sujet, mais c'est vraiment été un moment très formateur aussi. Mm. Et je me suis dit à l'issue, je veux plus jamais faire ça. Voilà. Oui, parce que ce qui est marrant, bon, après, on va pas non plus trop rentrer sur la partie Non. RH, mais c'est vrai que souvent, ce qu'on demande au RH, c'est de savoir gérer des plans collectifs comme Mm. des plans sociaux, de ce que tu as vécu. Et en même temps, c'est pas forcément pour ce type de choses qu'on a fait le métier de RH. Donc, en fait, même si on sait le faire et qu'on l'a fait une fois, est-ce qu'on a envie de le refaire plus tard? Enfin, voilà, c'est ça aussi. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. C'est formateur et en même temps, tu avais plus vraiment envie de le refaire. Bah, en tout cas, cette partie du métier, non. Et puis je l'ai découvert sur le tard, parce que moi, je suis pas, toujours pas RH de formation, j'ai zéro formation en ressources humaines. Voilà, donc on était accompagnés, hein, on avait un cabinet d'avocats, enfin, on avait tout un tas de gens autour de nous, mais c'était un petit peu compliqué. Et puis, bah, selon l'histoire, tu t'auto-licencies, parce que ton plan social, tu Mm. as aussi ton propre poste. Donc Ouais. moi, j'étais dans le plan social. Mon poste était dans le plan social, en tout cas. Alors, t'es le dernier à partir. La particularité, c'était le dernier à partir, c'est tout. Et donc, bah, mon poste a été supprimé et j'ai eu une proposition de reclassement dans le groupe au sein de ST Micro à Tours. Et donc, j'ai repris mes valises. On a redéménagé à ST à Tours. Et là, à Tours, j'ai été responsable ressources humaines pendant 3 ans sur une fonction normale de responsable ressources humaines. Donc, dans un gros site, hein, 2000 personnes. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans à Tours. Ensuite, et là je passe les détails, mais mon épouse, même si on s'est marié à Aix, est aussi bretonne. Elle devait rentrer en Bretagne pour des raisons d'aidant familiales, hein. Elle était aidante pour sa maman puis son papa, elle est fille unique. Et donc on est rentré en Bretagne, et donc là j'ai retrouvé un job de RRH de division, alors ça s'appelle de business unit, au sein du groupe Lactalis, donc qui est le premier industriel mondial de l'agroalimentaire dans le monde du lait. Donc sur un site en Bretagne. Et donc là, je manageais 5 RRH sur 5 usines en France. Donc un job de fou parce que bah, tu passes ton temps en déplacement entre le siège de Lactalis qui est à Laval, mon bureau qui est à Rennes, et les usines qui sont un peu partout en France. Donc beaucoup, beaucoup de déplacements, des tonnes de temps en train, avion, voiture. Et j'ai fait ça pendant 3 ans chez Lactalis. Et ensuite, j'ai été approché et j'ai rejoint Groupama. Donc mutuelle que vous connaissez tous et toutes, enfin probablement, et où j'étais en charge du développement RH, donc recrutement, formation, marque employeur, gestion des carrières, diversité, voilà, avec une équipe de 25 personnes à peu près, sous ma responsabilité. Euh, donc voilà, un super job, hein. Franchement, un super, super job. J'ai fait ça pendant 5 ans chez Groupama, entrecoupé d'une formation, on en a parlé un petit peu en off, d'un an à l'EM Lyon. Et quand tu fais cette formation à Groupama, en fait, payée par Groupama, en fait, l'objectif de Groupama, c'est destiné au potentiel. Voilà, ça fait un peu pompeux de le dire comme ça, mais c'est destiné au potentiel du groupe pour évoluer au sein du groupe. Et en fait, dans la vraie vie, tu as 3 types de choix qui se passent sur la trentaine de cadres sup qui tous les ans font cette formation. Tu en as un tiers qui reste là où il est, en fait, qui ne change pas de fonction au sein du groupe. Il y en a un tiers qui évolue rapidement dans le groupe. Et puis, il y en a un tiers qui se barre. Et moi, j'ai fait partie du tiers qui se barre, qui s'est dit, mais moi, en fait, j'ai adoré, hein. J'ai adoré Groupama, j'ai adoré cette formation. Et je suis très reconnaissant des 3 employeurs que j'ai eus parce qu'à chaque fois, j'ai eu des opportunités de dingue. Mais par contre, je me connais et je sentais quelque chose monter en moi qui était d'arrêter d'avoir un chef au-dessus, quoi. Mm. Voilà. Et c'était pour moi compliqué à supporter dans la durée. Je pense que j'étais insupportable pour mes managers, honnêtement. Euh, un peu rebelle. Je sais pas comment on peut définir le truc, tu vois. Un peu rebelle. J'avais la chance d'avoir un super N+1 chez Groupama et avec qui je m'entendais très très bien, et qui savait me manager, qui m'avait compris. Mais dans des grands groupes, et je pense que les gens qui nous écoutent, qui travaillent ou qui ont travaillé dans des grands groupes, connaissent la situation des grands groupes. C'est qu'en fait, quand vous êtes 4 sup, vous évoluez sur des fonctions de direction, c'est très pyramidal et c'est beaucoup de politique interne. C'est énormément de politique interne. Et moi, je suis pas du tout politique interne. C'est pas du tout mon sujet. Je suis très Et cash, juste petite, très direct.
Mm. Petite parenthèse vis-à-vis de ta formation d'un an de l'EM Lyon, est-ce que tu as eu des difficultés finalement à quitter Groupama? Parce qu'on pourrait se dire que quand on nous paye une formation comme ça longue, coûteuse, alors déjà il peut y avoir contractuellement Oui, voilà, une clause de dédit formation bon, oui. qui nous empêche pas de partir, mais il faut qu'on Mm. rembourse une partie de la formation si on part. Peut-être aussi un espèce de devoir moral de rester. Enfin, du coup, comment tu as réussi à finalement partir malgré voilà, cet investissement qu'ils avaient fait? Mm. C'est mon sujet parce que c'était des discussions avec ma direction, mais c'était des discussions aussi avec la direction des ressources humaines du groupe, qui pilote les carrières des cadres sup dans le groupe. Voilà, et puis on en a échangé, longuement échangé, aussi avec la direction générale de Groupama. Et après, c'était une négo. C'était une négo parce que je pense que c'était pas mon intérêt et leur intérêt que je reste. Ça ne servait pas à grand-chose. Et ils avaient bien compris que c'était pas le sujet. Donc, je suis pas du tout fâché. Au départ, pas parti fâché du tout. Au contraire, ça s'est même très bien passé. Ils ont été très aidants sur le côté entrepreneurial. En tout cas, quand j'y étais, alors maintenant je connais plus la politique de Groupama, mais quand j'y étais, il était hors de question par contre de partir juste parce que tu avais juste envie de partir. Donc si tu veux partir, bah, tu démissionnes. Et puis c'est la vie. Mais typiquement, une rupture conventionnelle, par contre, si tu voulais juste faire une rupture conventionnelle en disant bah, je ne sais pas ce que je vais faire derrière, c'était refusé systématiquement à l'époque. Et moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai dû soutenir mon projet, expliquer ce que je voulais faire derrière. Donc j'avais un projet entrepreneurial, le soutenir en comité de direction, de montrer ce que je voulais faire. Ils ont décidé effectivement de soutenir la création d'entreprise par une RC, hein, clairement. Voilà, et sans m'embêter derrière, tu vois. Donc ça a été super, super fair de leur part, tu vois. Enfin, Des franchement, business angels finalement. ouais, et voilà, moi vis-à-vis de Groupama, je suis hyper reconnaissant parce que j'ai déjà appris plein de choses. Enfin, en 5 ans, j'ai appris plein de choses. Ils m'ont confié des tonnes de missions hyper intéressantes. Ils m'ont formé. Ils m'ont permis de partir un peu plus sereinement quand tu crées une entreprise, quand même. Voilà, tu vois, à l'heure où on parle d'entreprise et de marque employeur, bah, pour moi, ouais, ils ont fait le job de l'onboarding jusqu'à l'offboarding en tout cas dans mon cas, quoi. Voilà. Mm. Et ça, enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir un employeur comme ça, parce que c'est pas le cas partout, ça, je le sais. Mm. Ok, Tu bah vois. ça donne envie de postuler. Non, mais voilà, après, moi, je crois à quelque chose. C'est que tout ça, c'est aussi des rencontres humaines. Mm. Même si j'étais, je pense, pas simple à manager parce que je suis assez franc, j'ai mon franc-parler, je suis assez indépendant dans ma façon de fonctionner. J'ai jamais été irrespectueux des personnes avec qui je travaillais non plus, tu vois. Et donc, je me suis jamais fait d'ennemis non plus dans l'entreprise. J'ai toujours été corporate quand il fallait être corporate. Respecter les règles aussi. Dans une entreprise, bah, quand tu es salarié, c'est normal. Enfin, je trouve que c'est logique. Si tu signes un contrat, c'est aussi pour respecter. Enfin, c'est du civil party, quoi, pour moi. Voilà, tu vois, donc tout était OK. Donc j'ai aussi tout fait pour que tout se passe bien. Je suis pas parti non plus comme un sauvage. On s'était mis d'accord sur la date de départ, le temps qu'on trouve mon remplaçant, que les gens soient formés, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette en partant. Et puis tu vois, une fois que tu te mets d'accord sur tout ça, bah, entre gens intelligents, tout se passe bien en fait. Voilà. Et je pense que, tu vois, moi, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'après on peut revenir après sur le fait que voilà, j'ai eu des entreprises, j'ai eu des salariés et pas mal. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend un nouveau job, on sait très bien que c'est pas pour 40 ans. Enfin, ça n'existe plus et personne ne pense ça aujourd'hui. Et même dans la fonction publique, hein. Donc, donc, quand on arrive dans une boîte, on sait qu'on va en partir à un moment ou à un autre. D'une certaine manière, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, etc. Et je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Et c'est pas tabou. Donc, il faut être prêt aussi. Faut se préparer à arriver à intégrer une entreprise. Il faut se préparer à en sortir. Et tout ça, pour moi, ça se prépare. Et je pense qu'effectivement, les départs dans la douleur, bah, c'est jamais bon, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est jamais bon. Que ce soit un licenciement ou qu'on parte parce qu'on on craque, parce qu'on fait un burn-out, parce qu'on n'en peut plus de son manager. Enfin, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons de partir, hein. On est mal payé, on n'est pas reconnu. Enfin, voilà, il y a plein de situations. Et je pense que c'est indispensable, soit d'en parler en interne, et s'il n'y a pas d'écoute, de vite changer de crèmerie, quoi. Voilà, tu Mm. vois. Voilà. Je ne Ouais. dis pas que c'est facile, mais il faut mieux changer de crèmerie qu'être mal, en tout cas. Ça, c'est Mm. sûr.
Moi, j'ai toujours eu la chance de partir quand tout allait bien. Donc, tous mes départs, si tu veux, j'ai jamais attendu d'être pas bien ou d'être un vieux con dans mon poste pour partir, tu vois. Je sais pas comment le Mais c'est dire, mais intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que parfois, en fait, les personnes se sentent bien dans leur poste, et elles se disent, bah, bon, j'ai des envies d'ailleurs, mais comme je suis bien, je vais, voilà. Et finalement, faut pas forcément attendre que ça aille mal pour partir, en effet. Oui, je te rejoins. oui, et qu'on évolue en interne, tu vois, chez Lactalis, chez ST Micro, pardon, j'ai évolué en interne sur différentes fonctions, différents sites, ou qu'on évolue en externe, comme moi j'ai évolué en externe chez Lactalis puis Groupama. Euh, mais ça, c'est quelque chose que moi j'ai vu évidemment plein de fois, tu vois, en tant que patron d'un cabinet de recrutement, on va en parler après. Voilà. Ce que je disais à des cadres que je rencontrais, mais si tu as envie de bouger, ils me disaient, ouais, mais je suis bien dans mon poste. Ben, justement, c'est le bon moment pour partir. Parce que tu es serein, tu rien à perdre, tu vas être super bon en entretien forcément. Et puis si ça marche pas le processus de recrutement, tu as un job dans lequel tu t'épanouis. Tu as zéro risque, quasi zéro risque. Ouais, tu as une période d'essai, mais enfin bon, voilà. Euh, Si tu fais bien ton job, les périodes d'essai ne sont pas rompues, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus la norme de rompre les périodes d'essai de cadre. Donc, voilà. Donc, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut oser prendre des risques et qu'on- surtout changer de crèmerie régulièrement pour évoluer, pour voir d'autres univers, pour grandir en compétences, pour grandir en réseau. Et moi, ce sujet-là, le réseau, on peut en parler aussi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a aidé à développer mon activité et mon business, hein, clairement. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode où je reçois Florent Le Tourneur. Le prochain épisode portera sur la seconde partie de carrière de Florent où il a sauté le pas de l'entrepreneuriat. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite de cet épisode et en attendant, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si cet épisode vous a plu.